Rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Donc, nous sommes toujours le 1er décembre 2022 et je continue ma petite dérive à partir de cet ouvrage magnifique de Friedrich Nietzsche, Vérité et mensonge au sens moral, extramoral du terme. Voilà. Donc, je pratique comme ça, je lis, je découvre et je commente, et c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Une perfection spirituelle qui vient s'épanouir dans une perfection technique, c'est-à-dire l'humanité en somme, voilà, l'homme en continuant à travailler comme il le fait depuis des millénaires à cette humanité, à l'améliorer, etc. Même si on n'a pas vraiment le sentiment quand on regarde le développement des choses, on a plutôt l'impression que par certains côtés on est en régression, etc. Ces sentiments-là sont importants en réalité parce que c'est eux qui nous gardent un petit peu dans ce flou. Je pense que l'esprit humain, l'humanité doit construire cette humanité, mais sans en avoir une pleine et heureuse en fait conscience ou une pleine conscience. Elle travaille à construire cette perfection instinctivement, sans savoir vraiment où elle va, sans pouvoir le démontrer. Et au contraire, à chaque période, il y a toujours des moments comme celui qu'on est en train de vivre, où on a l'impression vraiment qu'on est plutôt en état de régression, une guerre qui se reprofile avec une idée un peu mondiale possible, voilà, des choses comme ça, un, un dérèglement climatique, etc., dont on sait l'impact humain, etc. Toutes ces choses donnent un sentiment un peu d'échec ou de régression. On peut pas vraiment dire bon, c'est parfait, on avance. Avoir une vision comme ça, comme par exemple, je pense que c'était au XVIIIe siècle, à l'époque euh, des à l'époque de l'humanisme, euh, non, c'est pas l'humanisme, c'est l'époque des Lumières, voilà. À l'époque des Lumières, cette conviction était là parce que le progrès était peut-être plus évident à ressentir, à palper, etc. Et puis, il y avait un groupe, la pensée était dans ce sens-là, elle était orientée par là. Ensuite, je pense qu'elle est restée, cette pensée, on dit téléologique, donc en somme optimiste vers le futur avec une évolution qui va toujours vers la perfection, etc. Ce genre de pensée comme ça, au XIXe siècle, à mon sens, elle était encore présente, cette pensée, parce que la technologie promettait aussi des avantages pour l'homme, voilà, pour les humains. Et puis les idées politiques s'orientaient pour un avenir, un futur parfait, un futur idéal, avec le communisme, avec ces idées qui étaient comme ça, qui commençaient à sortir, l'anarchisme qui pensait à la liberté totale des individus, le libéralisme qui parlait de liberté, etc. Alors la pratique laissait à désirer, mais
il y avait des gains sociaux, les ouvriers commençaient à s'organiser, on sentait que voilà, c'était en progression. Et effectivement, entre le, la vie des classes ouvrières au 19e siècle, il suffit de lire un petit peu comment ils vivaient, comment les patronats maintenaient leurs ouvriers dans des taudis. Enfin, voilà, ils faisaient travailler les gosses à partir de 6 ans. Les accidents de travail étaient légion. Les femmes, elles devaient travailler pour la moitié du salaire. Ils vivaient à bain dans des taudis complètement, etc., etc. Et puis, voilà, on peut voir 50 ans plus tard, dans les années 30, 20, 30, on est passé à autre chose. Et puis, ça va très vite finalement. Il y a une sorte d'accélération. La condition ouvrière en Occident, je parle, elle est vraiment autre chose. On a fait un bond considérable. Donc, on peut mesurer l'évolution. Il n'empêche que le patronat, il garde son état d'esprit un peu esclavagiste. Il ne faut pas croire. Je parle globalement parce qu'il y a des patrons qui sont extraordinaires et c'est même, on va dire, plutôt une majorité qui ont cette idée-là. Mais il se trouve que ceux qui ont pu profiter, ceux qui ont vu dans la mondialisation qui a commencé à la sortie du communisme, quand le capitalisme a réussi à terrasser son ennemi vieux de 70 ans, le communisme, le capitalisme est rentré dans la toute-puissance et il est devenu le néolibéralisme. Voilà, et la toute-puissance, pour un système, comme pour un être humain, comme pour un gouvernement, comme pour un pays, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Parce que c'est l'instrument de sa propre perte, en réalité. Ça sera vraiment à méditer, on devrait vraiment prendre conscience de ça. Donc, quand la mondialisation s'est imposée, quand les patronats occidentaux ont pu aller retrouver des ouvriers, une main-d'œuvre aussi servile que leurs grands-pères de 1850, 1860, 70, 80, d'un siècle avant, eh ben ils y sont allés tranquilles, en Inde, au Pakistan, en Chine, partout où ils pouvaient aller et abuser finalement les ouvriers, parce qu'ils ne sont pas arrivés là-bas en disant bon, nous en Occident, en Europe, on a gagné toutes ces lois, donc on a les 8 heures de travail, maintenant 7 heures et quelques, on a ces lois sociales, on a toutes ces choses-là, on vient, on s'impose chez vous, mais on va vous amener vers ça très rapidement, voilà, on délocalise, on vient, parce que la mondialisation, c'est une entraide, c'était symboliquement une entraide mondiale, quoi. Hein. Et donc, on va vous apporter tout ce que nous avons gagné en termes d'évolution sociale. Ça aurait été euh, un patronat bienveillant, un patronat humain, au fond. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, ils ont fait évoluer les choses, c'est évident, parce qu'il y avait la pression derrière. Si ils employaient il y avait quand même un petit peu quelques médias qui restaient, quelques journalistes qui pouvaient aller enquêter et dire bon ben voilà, telle usine américaine qui fabrique des chaussures utilise fait travailler des enfants à tel endroit, et il y avait la possibilité du boycott. Une chose qu'on n'utilise pas assez, mais parce que les dominants, les nouveaux dominants, depuis depuis le néolibéralisme, là, mais peut-être même avant, mais bon, il empêche en réalité les consommateurs de se constituer comme une force qui pourrait être le boycott. Ça serait c'est un truc majeur. On arrivera à ça. Hein.
les consommateurs le jour où ils auront, où on leur accordera ce pouvoir, et quoi qu'il arrive, il devra arriver ce pouvoir-là. Eh ben, ils vont mettre d'équerre toute l'industrie, tous les patronats. C'est vite réglé. Après, voilà, on consomme pas ça. Vous faites, vous êtes pas éthique. Voilà. On commence, on avance un petit peu là-dedans, mais on voit déjà, il y a eu tout ce mouvement des lanceurs d'alerte, et on voit tout de suite comment il y a un blocage du système dominant, on ne veut pas trop aller là-dedans, etc. Donc mais ils n'arriveront pas à arrêter le flot de l'évolution humaine. Ce flot automatiquement arrivera à ce que la force des consommateurs deviendra une force vraiment majeure et qui pourra rendre éthique les patronats, voilà, les systèmes. Bon, par exemple, c'est pour dire un peu l'évolution. Et maintenant, la mondialisation est en train d'harmoniser un petit peu tout ça. Dans les pays justement qui avaient des traditions d'abus vraiment extrêmes, comme l'Inde, avec le système des castes, les médias, des, des images venues des pays plus égalitaires, travaillent toute la communauté, toute la structure de la société. Donc on sent qu'il y a des choses, c'est resté hermétique pendant 2000 ans, et puis là, d'un seul coup, ça commence à s'ouvrir. C'était peut-être pas si hermétique que ça, peut-être que la colonisation avait un peu ouvert entrevu quelques ouvertures. Bon, bref, on voit l'évolution de l'humanité, on peut en prendre... C'était ça mon propos, de montrer qu'il y a une évolution de l'humanité, qu'il faut qu'on en prenne conscience, et que cette humanité, elle ne va pas s'arrêter dans 15 jours, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, ou dans 30 ans. Et voilà, alors il suffit d'imaginer l'évolution que nous avons eue entre 1850, par exemple, juste au niveau des travailleurs, 1850-1950, en Occident, pour voir que dans un siècle, si on prolonge dans un siècle, la condition ouvrière, elle sera, voilà, les ouvriers travailleront 3 heures par jour. Ils auront on aura gagné tout un tas de choses supplémentaires, même si le système freine, veut rien donner, et dès qu'il peut récupérer, comme pendant la période néolibérale dans laquelle nous sommes englués, tout ce qu'il a pu vendanger, le patronat, comme acquis sociaux depuis un siècle d'acquis sociaux, dès qu'il a pu en récupérer, il les a récupérés. Et c'est là où on voit que le patronat n'est pas bienveillant naturellement. C'est par la lutte, il n'a pas encore la conscience de la bienveillance, d'offrir les choses sans qu'on les lui arrache, en somme. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est un manque de conscience. Tout simplement, c'est que ça. Parce qu'en fait, le bonheur de l'ouvrier ferait vraiment leur bonheur, mais ils n'ont pas cette conscience vraiment viscéralement inclus. Donc, pour l'instant, il faut arracher les acquis, etc. Et dans une période où un système est devenu tout puissant, comme je le disais, ce néolibéralisme oligarchique, eh ben, il domine les médias, il domine plus ou moins grâce à ça aussi les syndicats, il domine la contestation, il s'organise pour qu'il n'y ait plus de progrès social en finalité. Sauf que l'humanité, le fleuve de l'humanité descend toujours vers son ultime perfection, ou monte, peu importe. Donc, les barrages qui sont mis par un système, ils sont contournés tout le temps. Il y a un système, voilà, l'humanité va trouver une solution pour continuer ses progrès sociaux, même si
l'ultralibéralisme actuel détient tous les médias, fait la pluie et le beau temps, amène tous les réactionnaires à la télé qui disent oui, il faut travailler plus, etc. Et les fainéants, machin, voilà, tout leur cinéma réactionnaire, euh, qui veut dire, voilà, les acquis sociaux, vous en avez trop eu, c'était trop bon, voilà. Bref, euh, toutes leurs techniques perverses, du type, regardez telle entreprise, ils ont eu tous ces acquis sociaux, etc. Donc l'idéal, c'est de... Et vous ne les avez pas, donc pour assainir tout ça, on va faire régresser les acquis sociaux de cela, au lieu de dire, parce qu'il pourrait très bien dire, bon, on va faire monter les acquis sociaux pour les équilibrer avec avec le plus haut, par le haut. En réalité, depuis 30 ans, ils égalisent vers le bas et c'est ce qui fait régresser le système vers le- ce sentiment de maltraitance des ouvriers, du système. Pourquoi les gens ne sont pas heureux, sont un peu en état de dépression? C'est parce qu'ils ont ce sentiment d'être maltraités, abusés. Et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Voilà. Donc, je continue. Je reprends ma lecture et j'y vais. Pensons encore une fois plus particulièrement à la formation des concepts. Tout mot devient immédiatement concept dans la mesure où il n'a précisément pas à rappeler, en quelque sorte, l'expérience originelle, unique et absolument singulière à qui il est redevable de son apparition, mais où il lui faut s'appliquer simultanément à d'innombrables cas, plus ou moins analogues, c'est-à-dire à des cas qui ne sont jamais identiques, à strictement parler, donc à des cas totalement différents. Donc il parle en fait du langage pour lequel le langage ne peut pas accéder à la vérité absolue. Et il a raison, c'est vrai. Tout concept surgit de la postulation de l'identité du non-identique. De même qu'il est évident qu'une feuille n'est jamais tout à fait identique à une autre, il est tout aussi évident que le concept feuille a été formé à partir de l'abandon de ses caractéristiques particulières arbitraires et de l'oubli de ce qui différencie un objet d'un autre. Il fait naître l'idée qu'il y aurait dans la nature, indépendamment des feuilles, quelque chose comme la feuille, une forme en quelque sorte originelle, d'après laquelle toutes les feuilles seraient tissées, dessinées, découpées, colorées, plissées, peintes, mais pas des mains si malhabiles qu'aucun exemple n'en sortirait assez convenable ni fidèle pour être une copie conforme de l'original. Alors, ce concept de feuille, on pourrait le voir, avec l'œil de Platon, il me semble. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'idéal, la feuille idéale qui serait dans un monde idéal. Peut-être c'est de ça dont il parle, je ne sais pas. Nous disons d'un homme qu'il est honnête. Nous nous demandons pourquoi il a agi aujourd'hui si honnêtement. Nous répondons communément, c'est à cause de son honnêteté. L'honnêteté, ce qui signifie à nouveau que la feuille est la cause des feuilles. Donc l'honnêteté serait le fond serait un donné qui existerait, qui préexisterait à tout. Et nous ne savons même absolument rien d'une qualité essentielle qui s'appellerait l'honnêteté. Mais nous connaissons pourtant de très nombreuses actions individualisées et par conséquent dissemblables que nous postulons identiques et écartant ce qui les différencie et que nous désignons alors comme des actions honnêtes à partir desquelles, pour finir, nous formulons une qualitas occulta, une qualité occulte. L'expression issue de la scolastique prend un tour péjoratif au XVIIe siècle, désignant une qualité non prouvée et déduite d'une hypothèse spécieuse.
Donc formulons une qualita occulta sous le terme l'honnêteté. L'omission du particulier et du réel nous donne le concept comme elle nous donne aussi la forme. Là où, par contre, la nature ne connaît ni forme ni concept, et donc aucun genre, mais seulement un X pour nous inaccessible et indéfinissable. Car l'opposition que nous introduisons entre l'individu et l'espèce est elle aussi anthropomorphique et ne provient pas de l'essence des choses, quand bien même nous ne nous risquerions pas à dire que cette opposition ne correspond pas à l'essence des choses. Ce serait en effet une affirmation dogmatique, et en tant que telle, elle serait tout aussi indémontrable que la proposition contraire. Qu'est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref, une somme de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées et ornées par la poésie et par la rhétorique, et qui, après un long usage, paraissent établies, canoniques et contraignantes aux yeux d'un peuple. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores usées qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur effigie et qu'on ne considère plus désormais comme telles, mais seulement comme du métal. Nous ne savons toujours pas d'où provient l'instinct de vérité, car jusqu'à présent, nous n'avons entendu parler que de la contrainte qu'impose la société comme une condition de l'existence. Alors cet instinct, c'est vrai que nous ne savons pas d'où vient cet instinct de liberté, de vérité. Et selon ma théorie, la vérité, c'est la seule façon de toucher à la vérité absolue, c'est à travers l'extase. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, et dans toutes les vidéos pratiquement que je fais depuis 20 ans. Bon, bref. La vérité absolue, on ne peut toucher cette vérité absolue des choses, la vérité absolue de la création globale, parce que c'est une globalité, on ne peut la toucher qu'à travers l'extase. Donc, c'est cet état qui fait que l'humanité, pourquoi l'homme cherche intuitivement à atteindre cet état-là. Et on le voit sous une forme un peu dégradée, en somme, quand les Grecs ont bien compris que tout homme cherche à atteindre le bonheur, mais tout homme cherche à atteindre le bonheur absolu, parce qu'il ne peut pas chercher à atteindre des petits bonheurs. On cherche tous à atteindre des petits bonheurs. Mais on ne se contente pas de ça. Il y a quelque chose qui nous pousserait à atteindre une sorte de sérénité. Alors, on se fourvoie bien souvent. On va croire que cette sérénité, ce bonheur suprême, ça sera avec le pouvoir. Une fois qu'on arrive à avoir tous les pouvoirs, qu'on arrive à devenir le maître de tout ce qu'on pense, si c'est devenir le chef d'un pays, d'une nation, voilà, on devient président. Et on pense que là, cet état-là, c'est la pensée de ce bonheur suprême. On pense qu'à cet endroit-là, on va être en paix, on va atteindre quelque chose, une sorte et du plaisir et de sérénité, de tout. Et en réalité, une fois qu'on est là, on le voit chez les présidents, ils en prennent plein la tête, ils voient que c'est pas aussi simple que ça. Pourtant, évidemment, d'un côté, ils ont tous les plaisirs de cette toute-puissance, et ils ont en même temps toutes les usures, parce qu'ils vieillissent rapidement. Hein. Ils prennent, voilà, c'est compliqué, c'est du stress en permanence, même si ils sont obligés de travailler sur eux à ce niveau-là, mais ils n'accèdent pas à la pure liberté. Pareil, celui qui va chercher à travers l'argent, à travers devenir riche, celui qui va chercher à travers l'art, il va se rendre compte qu'il est toujours inassouvi, il y a quelque chose, il lui manquera toujours quelque chose. Un artiste, à la fin de sa vie, même s'il a tout compris, c'est le cas par exemple chez Kant, il fait son travail,
il arrive au bout et il dit ses derniers mots, c'est Er ist gut, tout est bon, tout est bien, tout est parfait. Voilà, pour lui, il a compris, il est dans ce truc. Là, il atteint peut-être même d'ailleurs dans cet état, l'extase dont je parle, sur la mécanique universelle, où on meurt toujours dans l'extase. Obligatoirement, c'est le passage de la vie au trépas, il se fait à travers l'extase. Et c'est pas pour rien, cet état-là. Donc, intuitivement, on cherche à atteindre cet état d'extase, le nirvana, voilà, le bonheur suprême. Et c'est clair que c'est sourd. C'est vraiment un instinct de vérité. Et donc, cet état-là, c'est cet état qui amène la pure vérité, la vérité absolue. Mais c'est donc un ressenti, la vérité absolue. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est viscéralement ressenti. C'est une sensation en réalité. Et cette sensation, elle touche la vérité absolue de, par exemple, voilà, on a devant nous là un vase qui est un vase fabrication Valoris des années 50 qu'on appelle céramique de lave, voilà, lave à fat lava, je ne sais plus exactement les termes de cette céramique. Bon, bref. Ça, c'est la réalisation. À l'origine, c'est de la pierre, c'est de la terre. Il y a la cuisson, il y a tout un tas de choses. Il y a de l'eau dedans, il y a tous les éléments qui la constituent. Donc, c'est pas la dénomination vase, c'est la dernière dénomination finale de cette chose. Mais l'ultime, l'origine, c'est ce qui est divin dans ce vase. Je l'explique dans la vidéo précédente. Je vous renvoie à cette vidéo pour comprendre pourquoi dans ce vase il y a du divin. Et pourquoi dans l'état d'extase on est au contact du divin qui compose ce vase, qui compose la feuille qui est derrière, le carton, qui compose l'air qui gravite autour. Bref, voilà. L'être humain dans l'état d'extase est au contact absolu de cet absolu, donc du divin. Et c'est pour ça qu'il touche la vérité, qu'il ressent la vérité organiquement. Donc, qu'impose comme nous ne savons toujours pas d'où provient l'instinct de vérité, car jusqu'à présent nous n'avons entendu parler que de la contrainte qu'impose la société comme une condition de l'existence. Il faut être véridique, c'est-à-dire employer les métaphores usuelles. Donc, en termes de morale, nous n'avons entendu parler que de l'obligation de mentir selon une convention établie, de mentir en troupeau dans un style que tout le monde est contraint d'employer. Et c'est vrai que c'est ça, c'est ce qui se passe. Tant qu'on n'est pas dans cet état, tant qu'on n'a pas atteint la sagesse absolue, l'extase, donc le nirvana, cet état donc supérieur, eh bien on joue la plupart du temps un rôle. Voilà, je suis monsieur un tel quand je vais à la poste ou je sais pas à la mairie. Ah bonjour monsieur, etc. Voilà, il y a des dénominations. C'est celui qui possède tel truc, c'est celui qui a telle voiture, c'est celui qui a tel emploi, qui est charpentier, peu importe. Et en réalité, tout ça, c'est des ajouts. C'est pas, on doit jouer ce jeu-là. Et Sartre l'a bien montré dans le fait de jouer le jeu du serveur de café. Ce principe-là. Et Sartre jouait le jeu du philosophe, comme là, quand je parle, je joue le jeu de celui qui explique ces choses-là. Et donc, on n'est pas dans la pure réalité. Alors, bien sûr, il faut essayer de se mentir, d'être le plus véridique possible. Ça, c'est clair. C'est un travail humain. C'est le travail de... On peut être complètement à l'opposé de véridique, superficiel à bloc, et on peut être hyper véridique. Voilà, il y a tout
ce spectre dans l'humanité d'êtres humains qui essayent d'être le plus véridique ou le plus superficiel. Voilà, on pourrait dire d'Albert Camus qu'il a travaillé à être le plus véridique dans son existence. Je pense que c'est le cas également de Sartre, et peut-être davantage d'ailleurs, à mon sens. Mais bon, voilà, Husserl, un philosophe, va chercher à devenir le plus véridique possible. C'est légitime. Il doit écarter justement toutes ces pelures d'oignons que sont autour de lui, qu'on peut lui proposer. Lui donner une chair de machin, le vénérer, en faire l'applaudir, lui donner tous les accès à des plaisirs, de l'argent, je ne sais pas, peu importe, tout un tas de choses qui vont faire que il va s'éloigner réellement de même s'il ne le veut pas, même s'il pense être totalement véridique, toutes ces pelures, lui, il les accepte et il est contraint de les endosser en réalité. Voilà. Et donc, ce travail humain de chercher à atteindre ce côté véridique, il est naturel. Mais l'ultra véridique, c'est la sagesse. Et bien souvent, on peut l'atteindre. La logique voudrait qu'on l'atteigne vers la fin de son existence. Dans les sociétés traditionnelles, tu deviens vieux, tous les passages de l'existence sont bien marqués. Tu nais, tu es enfant, on te laisse tranquille, faire tes trucs, puis tu deviens adolescent, tu vas faire tu vas apprendre les trucs, puis après tu vas devenir un adulte, puis tu vas, tu vas apprendre les choses, tu vas être de plus en plus responsable, et puis après tu vas transmettre ton savoir, tu vas apprendre un métier, quelque chose, un art, une chose, tu vas le développer le maximum, et puis à la fin de ton cycle de travail, tu arrives à 50 ans, 60 ans, tu vas transmettre ton truc. Après, tu as la conscience tranquille, tu as fait ton parcours, donc tu es dans une sorte de paix. C'est pas un parcours que tu as réfléchi, que tu as analysé en disant je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Il y a peut-être des gens qui peuvent faire ça, mais tu le fais de manière naturelle. Et puis tu rentres dans la sagesse, ton corps commence à s'affaiblir, tu sens plus la fatigue, tes sens s'amenuisent, euh, ton désir s'amenuise, tes pulsions s'amenuisent, et puis tout doucement, tu rentres un peu en toi, tu cherches à être plus dans la solitude, tu rentres à l'intérieur de toi. Et là, en principe, à un certain moment, tu devrais atteindre la sagesse. Si on avait préservé la logique de l'évolution de l'humanité, ce qui fait qu'un éléphant, quand il sent que c'est le moment, il se recule, il s'en va. Un lion pareil, un zèbre, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il meurt dans la savane. Quand un animal meurt de vieillesse, il fait ça. Quand un arbre meurt de vieillesse, eh ben, il perd sa sève, quelque chose. Les choses sont naturelles, quoi, dans cette chose-là. Et il n'y a plus d'angoisse. L'éléphant, quand il avait 10 ans, s'il sentait un danger où la mort était proche, eh ben, il s'enfuyait en rapide ou il attaquait pour se défendre. Parce que son instinct de survie, son instinct de vie était au zénith. Quand il arrive qu'il a 80 ans et que c'est le moment où il va mourir, eh ben, cet instinct de survie a disparu lui aussi. Donc, ce qui fait que l'éléphant, il va tranquillement. Voilà, il accepte le truc. Et c'est le cas des personnes quand ils ont la chance de suivre un cycle légitime et de mourir voilà, comme mon père à 100 ans, à 101 ans. Eh ben, c'est lui qui a décidé, qui a choisi. Alors que 20 ans avant, il aurait résisté, il se serait rebellé contre ce moment qui était la mort. Et donc là, tout était cohérent, c'était dans cette chose-là. On devrait pouvoir offrir ça à un être humain en réalité. Voilà.
il y a beaucoup de choses que l'humanité va pouvoir offrir à la fin de vie, y compris l'extase qui est le moyen de vaincre la mort. J'en parle sur la mécanique universelle, je vous renvoie à ça. À vrai dire, l'homme oublie alors que telle est sa situation. Il ment donc inconsciemment de la manière qu'on vient d'indiquer, se conformant à des coutumes centenaires. Et c'est même par cette inconscience-là, par cet oubli, qu'il en arrive au sentiment de la vérité, à éprouver ce sentiment d'être obligé de désigner une chose comme rouge, une autre comme froide, une troisième comme muette, s'amorce un élan moral qui s'oriente vers la vérité et par opposition aux menteurs à qui personne n'accorde foi et que tous excluent, l'homme se persuade de sa dignité, de sa fiabilité et de l'utilité de la vérité. Alors, ces vérités, ces fausses vérités dans lesquelles l'homme, l'humanité est obligé de tomber, d'accepter, eh bien, elles sont normales. Il faut jouer le jeu. C'est la ruse de la raison. Bien sûr qu'elles sont fausses. Bien sûr que le rouge, le bleu de ce vase, pour un animal qui voit pas les couleurs, ça n'existe pas. Ou d'autres, quelqu'un verra d'une autre couleur ou ne pourra pas voir la couleur, etc. Donc, et qui aurait raison? Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on peut affirmer que ça, c'est du bleu? Ou est-ce qu'on va dire que c'est une telle vibration, etc., etc. Donc, on est obligé d'accepter ces fausses vérités comme vraies pour construire l'humanité. Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de ce qu'il nous faut pour travailler cette humanité, pour la faire évoluer. Donc il n'y a pas à la contester, il suffit de savoir, il suffit d'admettre ce que dit Nietzsche. Voilà, d'accord, ce sont des fausses vérités, mais au lieu de dire regardez-moi ces hommes qui croient tout ce qu'ils voient, etc., etc., il pourrait être un peu plus bienveillant en disant, ben voilà, mais comme il ne savait pas que l'humanité, il n'avait pas l'intuition que l'humanité allait vers son ultime perfection et que on travaillait à cela, donc il n'a pas pu mettre de la bienveillance sur nos mensonges, sur nos contre-vérités, sur nos pulsions, sur nos ambiguïtés, sur nos pathologies, sur tout ça. Tout ce qui sont en fait des instruments, des outils d'évolution de l'humanité, malheureusement. Bon, voilà. Ce qui fait que il a son rôle majeur parce qu'il permet à des gens de dire putain, moi je veux pas être comme ça, je veux aller vers la vérité, etc. Donc il aide à fond tous ceux qui lisent, qui s'intéressent à Nietzsche, il gagne en liberté, très certainement. Il gagne en vérité à l'intérieur d'eux, en responsabilité, en tout un tas de choses, quoi. En liberté, évidemment. Donc, il n'y a pas de problème. Mais je conteste sa façon de voir les choses. En tant qu'être raisonnable, il soumet alors son comportement au pouvoir des abstractions. Il n'a plus à souffrir d'être emporté par des impressions soudaines et des intuitions. Il généralise d'abord toutes ces impressions en des concepts plus froids et plus exsangues afin d'y rattacher la conduite de sa vie et de son action. Tout ce qui élève l'homme au-dessus de l'animal dépend de cette capacité de faire disparaître les métaphores intuitives dans un schéma, autrement dit, de dissoudre une image dans un concept. Dans le domaine de ces schémas, il est possible de réussir ce à quoi on ne pouvait jamais parvenir soumis qu'on était aux premières impressions intuitives. Voilà, on sort, on passe du côté du concept. Voilà, pour moi, c'est un vase. Il n'y a pas de problème et j'ai pas j'ai pas d'affection, j'ai pas d'affect. Je suis passé du côté du côté du concept. Par contre, si je regarde attentivement, si j'amène mon âme, entre guillemets,
à la vision de ce vase, je peux imaginer cet homme dans les années 50 qui a fabriqué ça dans un petit recoin de Valoris, dans un atelier avec beaucoup d'amour, avec l'envie de lui donner une forme superbe, de réaliser quelque chose de joli, voilà, et de penser à cet homme qui rentrait, qui faisait son travail, qui rentrait chez lui, qui était plein d'amour pour ses enfants, pour sa famille peut-être, voilà, ou qui avait, voilà, qui était un homme similaire à moi, similaire à tous les êtres humains qui sont passés sur cette terre, avec des questions métaphysiques, des petits bonheurs, des petites joies, des petites... voilà. Là, je suis déjà à un autre degré je suis plus dans le concept, je suis dans le sentiment à ce moment-là, un peu plus. Je me rapproche un peu plus du cœur de cet objet. Voilà, je passe de la forme à son cœur tout doucement, voilà, jusqu'à arriver au divin. À édifier une pyramide logique ordonnée selon des divisions et des degrés, à instaurer un nouveau monde de lois, de préséance, de subordination et de délimitation, qui s'oppose dès lors à l'autre monde, le monde intuitif, des premières impressions comme étant mieux établi, plus général, mieux connu, plus humain, et pour cette raison comme une instance régulatrice et impérative. Voilà, alors on ne va pas vers... On a écarté le monde des intuitions, le monde des premières impressions, le monde intuitif, tout ça, de cette chose-là. C'est-à-dire, oh que c'est beau, voilà, par exemple. Qu'est-ce que ces couleurs-là, ça me... Voilà, on va être à un autre degré de cette chose-là. Le concept, effectivement, il sort de l'intuitif, il sort du sensible, du sentimental, du sentiment, les choses. Et donc, le bout du sentiment, c'est l'extase. C'est donc voir le divin dans chaque chose. Ça, c'est le côté le plus excessif, dans le, pas excessif, mais le plus final de la vision à l'intérieur d'un objet. Et le côté de l'autre côté, c'est le côté le plus superficiel. C'est-à-dire, je vois même pas, je m'en fous des couleurs, je vois juste une forme, un truc, voilà, c'est juste un éclair de choses, mais hyper superficiel. Je me pose même pas la question de ce que c'est. C'est juste une forme, voilà, par exemple. Et on est aux deux spectres de la conscience, à vrai dire, à ce moment-là. Tandis que toute métaphore de l'intuition est particulière et n'a pas sa pareille, qu'elle sait toujours échapper à toute classification, le grand édifice des concepts présente la stricte régularité du columbarium romain, et de cet édifice émane dans la logique cette rigueur et cette froideur qui sont le propre des mathématiques. Donc je vais arrêter là, et là, on est bien au niveau entre le concept, donc il y a une sorte de lutte dans son esprit, il relève l'idée que dans le... on est passé du côté du concept, et ça nous a éloigné de la... ça nous a éloigné de l'intuition, du sentiment, voilà, des choses, du côté artistique en somme, de l'être humain, quoi. Voilà. Et puis, artistique à un certain degré, et puis plus loin, spirituel. Donc je dis bien, voilà, il y a ce côté artistique qui va trouver le beau dans cet objet, qui va s'en foutre de sa matière, de sa forme, de sa valeur, de tout ce qu'on veut, et il va trouver le beau, le sentimental, quelque chose qui est à l'intérieur de ça. Et plus loin, le spirituel celui qui aura atteint l'extase, il aura plus de mots avec ça, ni l'artiste d'ailleurs, s'il dit des mots c'est en plus, mais il a un sentiment quand il voit cet objet, il y a quelque chose qui lui... Voilà, c'est ce sentiment auquel il se rattache, et que Nietzsche tend apparemment à dire qu'il faudrait
revenir, il faudrait être là-dedans, quoi. Et donc, voilà. Ben, j'ai tout dit à peu près hein, pour cette vidéo parce qu'elle est allée un peu loin. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas, j'oublie toujours, mais de mettre des pouces, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, des choses comme ça, là. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute.